Encore une fois sur ce plateau de l'émission Franc Parler sur la DTV. Ce dimanche, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Jean-Paul Diaz. M. Diaz, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Jean-Paul Diaz, vous êtes le secrétaire général du bloc des centristes Gaïndé, parti qui constituait avec d'autres Macky 2012. Cette coalition ayant soutenu la candidature du président Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2012. Sauf que là, pour certains observateurs, le BCG que vous dirigez a perdu au change. Presque aucune nomination à un poste de responsabilité important. Comment vivez-vous cette situation personnellement? Mais je voudrais d'abord, Pierre-Edouard, saluer les téléspectateurs et vous remercier de cette invitation. Vous faites partie de ces journalistes qui ne peuvent pas inviter quelqu'un qui refuse. Et dire que pour ce qui concerne Macky 2012 n'a pas soutenu la candidature du président Macky Sall. Vous auriez utilisé quel terme? Macky 2012 a présenté la candidature. Ce n'est pas pareil. Oui. Même les bulletins du deuxième tour portent coalition Macky 2012. Il faut que ce soit clair. On n'a pas soutenu, on a présenté sa candidature. Nous faisons partie, nous BCG, maintenant pour venir au BCG, nous faisons partie de la liste de partis politiques, puisque c'est une coalition. C'était que des partis politiques. Il y a pas de, enfin, dans les faits, à l'intérieur de Macky 2012, il y avait des mouvements, mais ces mouvements n'ont pas été autorisés à présenter la candidature. Donc, pour ce qui nous concerne, nous avons fait notre devoir. Cette question que vous soulevez, effectivement, tout le monde l'observe. Bon, mais si vous voulez, c'est peut-être un peu le destin de ceux qui mènent un combat. N'est-ce pas? Ça se voit même dans les révolutions. Ceux qui mènent un combat, à la fin, ne sont pas ceux qui sont les mieux servis. Mais enfin, je dois dire qu'à l'époque, notre souci, c'était beaucoup plus de nous débarrasser du chef d'État qui était là que d'autres choses. C'était tout sauf Wade? Non, c'était pas tout sauf Wade. Ouais. C'était surtout pas Wade. Voilà. Donc, c'était pas tout sauf Wade, mais c'était surtout pas lui. Donc, nous avions eu cette possibilité. Nous sommes satisfaits d'avoir réussi à le dégager du pouvoir. C'était ce que nous voulions. Pour le reste, c'est, disons, la chose du chef de l'État. Nous observons comme vous. Voilà. Oui, soit, mais après avoir présenté, comme vous dites, victorieusement la candidature du président Macky Sall, vous devrez être en mesure de vous attendre à un retour sur investissement, non? Mais c'est ce qui est normal. Disons que c'est le président Giscard d'Estaing qui disait que la politique, c'est l'action. On est en politique quand on est en action. Même ceux qui sont dans l'opposition sont en action. Mais c'est clair que présenter la candidature de quelqu'un qui arrive au pouvoir et avoir des collaborateurs qui ne jouent pas de rôle à l'intérieur de l'affaire, c'est vrai que c'est problématique. Ça, je le reconnais en toute sincérité. Mais enfin, attendons de voir, le mandat n'est pas fini. Et pensez-vous que la coalition Macky 2012 a eu le traitement qu'elle mérite depuis la victoire de Macky Sall, depuis l'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême? Non, non, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. D'ailleurs, c'est bien simple. Depuis longtemps, depuis le début, mais surtout maintenant, peut-être tout à fait au début, le tout premier gouvernement, mais à l'heure où je parle, dans le gouvernement actuel, il n'y a aucun membre de Macky 2012 en tant que tel. En dehors des APR, bien sûr, APR était membre de Macky 2012, mais il n'y a aucun membre de Macky 2012 dans le gouvernement en tant que tel. Est-ce normal? C'est pas normal. Oui. Et comment expliquer cette situation? C'est une question qu'il faut poser au chef de l'État, pas à moi. Oui, parce que selon certains observateurs, s'il en est ainsi, c'est parce que Macky 2012 est construit de petits partis, entre guillemets. Je vous dis, le Sénégal est un petit pays, mais c'est un pays quand même. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Chine sont des grands pays. Le Sénégal est un petit pays, mais c'est un pays quand même. Donc, les partis en question sont peut-être des petits partis. En tout cas, nous, BCG, nous réclamons, nous revendiquons que nous sommes un petit parti, mais nous sommes un petit parti quand même. Alors maintenant, je crois qu'il faut quand même qu'on explique, que quelqu'un m'explique par quel miracle ces tout petits partis ont qualifié Macky Sall au premier tour. Au premier tour, c'est 26%. Et alors? Et les autres, ils ont eu combien? Personne n'a eu 20.
Ils ont eu 13, ils ont eu 11, ils ont eu moins que ça. Et ça, c'est des grands partis. Bon, je pense que ce débat-là, à mon avis, le problème, il existe. Mais bon, il faut laisser faire pour voir. Mais en tout cas, nous ne nous sous-estimons pas, et nous ne sous-estimons pas les compagnons qui étaient avec nous dans Macky 2012. Et est-ce qu'en réalité, Macky 2012 n'a pas été en quelque sorte phagocyté par Benno Bokk Yakaar? Politiquement, oui, il faut le reconnaître, a été supplanté par Benno Bokk Yakaar. Oui. Politiquement, oui, ça c'est la vérité. Et la préférence en faveur de Benno Bokk Yakaar est réelle, elle est effective. Ça, c'est la réalité. C'est vrai. Et aujourd'hui, quels commentaires vous inspirent ces quelques coalitions qui pullulent autour du pouvoir? C'est de l'opportunisme, c'est tout. Comme disent les Wolofs, quand un enfant a réussi, tout le monde est parent, tout le monde est géniteur. Voilà, c'est la même chose. Macky Sall a réussi à être président de la République, tout le monde vient en profiter pour avoir des places par-ci, par-là. Toutes ces coalitions, en tout cas, c'est mon point de vue, sont des coalitions opportunistes. Mais leurs leaders disent qu'ils veulent renforcer le pouvoir, la majorité. Ils prennent les gens pour des idiots. C'est quand il avait besoin, lui, Macky Sall, de passer. C'est là qu'on avait besoin d'eux. Et pour l'essentiel parmi ces gens-là, c'est des gens, pendant que Macky Sall était candidat, ils étaient contre lui. Quand il a été élu, les coupures de journaux sont encore là, ils étaient contre lui. Ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas? Vous oubliez ceux qui l'ont traité d'apprenti, de ceci, de cela. Ce sont ces-mêmes qui maintenant disent qu'ils viennent renforcer. Personne n'a besoin qu'ils viennent renforcer quoi que ce soit. Peut-être le président le leur a dit, ça c'est possible. Oui, parce qu'il a compris que la politique c'est l'art de l'addition, et non de la soustraction et de la division. Oui, mais on n'additionne pas des chiffres qui ne peuvent pas aller de pair. Voilà, c'est ça aussi. Mais enfin, c'est la politique qui est comme ça au Sénégal. Il faut le prendre comme ça, mais c'est des coalitions opportunistes. Et cela pousse-t-il en filigrane la lancinante question de la transhumance? Mais tout à fait, tout à fait. Les gens n'apprennent pas à rester dans leur camp. C'est incroyable. C'est ça. Et c'est pourquoi, quelque part, il est bon, la limitation des mandats est une bonne chose au Sénégal. Parce que nous pensons qu'il ne peut plus y avoir de régime sur 30 ans, etc. Donc, je crois que si les gens restaient dans leur camp et attendaient que leur camp arrive au pouvoir, bon, ben ça serait bien. Mais si les gens peuvent manger à tous les râteliers, ce qui est le cas actuellement, eh qu'est-ce que vous voulez? On observera toujours des situations de ce genre-là. Voilà. Jean-Paul Diaz, le Sénégal s'achemine vers des élections législatives dans moins d'1 an. Du côté du BCG, comment ce scrutin se présente-t-il? Ben, nous avons commencé à travailler, nous, pour ce qui nous concerne, nous avons commencé à travailler sans tapage. Nous attendons la fin de l'hivernage pour nous remettre sur le terrain. En tout état de cause, nous soutenons le président de la République, mais nous ne sommes pas disposés à accepter l'absence du BCG à l'Assemblée nationale. La dernière fois, le BCG a été absent de l'Assemblée nationale en raison, disons, d'une attitude de conciliation que nous avons eue pour laisser la place aux autres. Ça, nous ne sommes plus disposés à le faire. Donc, de deux choses. Nous, notre interlocuteur, c'est Macky Sall. C'est tout, président Macky Sall. De deux choses. Ou bien on s'entend avec lui dans des conditions qui nous conviennent, n'est-ce pas? À ce moment-là, nous sommes prêts à aller dans la coalition qu'il a mis en place, quel que soit le nom. Ou bien ce n'est pas le cas, nous irons seuls aux élections. Parce que oui, mais vous ne l'excluez pas. Mais je ne parle pas d'exclure, je vous dis que nous irons seuls. Alors sauf si on met une caution à 100 milliards, bon à ce moment-là on ne pourra pas. Mais si la caution est raisonnable, nous irons seuls. Nous l'avons déjà fait, nous avons déjà eu des députés par ce biais-là, nous sommes prêts à y aller. Nous on a souvent été à des élections seuls, quel que soit le résultat. Un parti politique est fait pour aller à des élections, c'est notre philosophie. Et nous on n'a jamais eu peur d'aller seul. On l'a fait plusieurs fois, on l'a fait. Voilà, donc on n'a pas de problème pour ça. Donc de deux choses. Ou bien, dans des négociations, pas avec tout le monde, nous ne négocierons pas avec tout le monde, nous négocierons avec le président Macky Sall lui-même, parce que c'est avec lui que nous avons un accord. Je ne l'ai pas dit, mais nous avons un accord. C'est avec lui. Soit cet accord... Oui, c'est quoi la nature de cet accord? Non, c'est un accord que nous avions signé au début, je crois, de 2012, janvier, je pense, qui déterminait un certain nombre de conditions de la relation. Bon,
Donc cet accord est encore là, il est valable. Oui. Est-ce que jusqu'ici, tous les termes de cet accord-là ont été respectés? Non, n'ont pas été mis en œuvre. Non, les termes de l'accord n'ont pas été mis en œuvre. Oui. Donc nous souhaitons qu'ils soient mis en œuvre. Et pour la partie des législatives, si c'est mis en œuvre dans des conditions qui nous conviennent, ça va. Si c'est pas, on va pas pleurnicher, hein. Si c'est pas mis en œuvre dans des conditions qui nous conviennent, je peux vous garantir que des dispositions seront prises pour que nous partions aux élections. C'est quoi? Vous en avez marre de jouer les seconds rôles? Nous n'avons pas de rôle du tout. Nous jouons zéro rôle. Nous n'avons aucun rôle dans le système de l'État. Aucun rôle. Voilà. Oui. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est comme les révolutions. Les acteurs principaux des révolutions, aujourd'hui, à l'intérieur de la paire, regardez les plaintes et les complaintes des uns et des autres. Il y a eu des sorties récemment pour vraiment fustiger le traitement dont certains sont l'objet à l'intérieur de la paire. Des compagnons de première heure qui se plaignent. C'est la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Les gens se battent et c'est d'autres qui viennent tirer les marrons du feu. Oui, Jean-Paul Diaz est-il un homme frustré? Il faut me voir. Les téléspectateurs me voient. Ils peuvent dire si je suis frustré ou pas. Non. Vous n'êtes pas du tout. Ça ne me ressemble pas. Moi, je suis un combattant. Je dis les choses clairement. On peut s'entendre, on s'entend. On ne peut pas s'entendre. Nous, on avance. Voilà. En tout cas, le 4 septembre prochain aura lieu l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'élection des 80 élus du HCCT installe déjà une division au sein des formations politiques, surtout du côté de la majorité. Cette situation, Jean-Paul Diaz, résulte-t-elle d'une absence de concertation entre partis de la majorité? Je crois qu'il y a de ça, et il y a aussi des divisions à l'intérieur, aussi bien de la paire que des autres partis. Il y a de la division à l'intérieur. Moi, je regrette ça parce que je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un constat que je fais avec tout le monde. Je pense qu'il faut, en tout cas, après cette élection-là, qui n'est pas une élection de pouvoir. C'est-à-dire cette chambre n'est pas... Bon, je l'appelle chambre parce que, voilà, on élit des gens. C'est même pas une chambre à proprement parler. Mais acceptons de l'appeler chambre. Cette institution n'est pas une institution qui participe du pouvoir. Elle ne vote pas les lois, elle ne sanctionne pas, elle ne contrôle pas. C'est un conseil. Ça donne des conseils. Certains ont parlé de Sénat bis. Est-ce votre avis? Moi, nous, BCG et moi-même, nous aurions préféré carrément un Sénat. Oui. Et j'imagine que peut-être l'évolution de ce Haut Conseil, ça sera le Sénat. Le Sénat est plus intelligent et plus utile dans ce pays-là. Mais évidemment, pensez autrement. N'importe qui ne pourrait pas être candidat. Ça ne serait pas à n'importe quel âge, n'est-ce pas? Etc., etc. Je crois qu'avec les tiraillements que nous voyons à gauche, à droite dans le Sénégal, un Sénat serait une structure bienvenue. Bon, mais ce n'est pas une position de pouvoir, ce Haut Conseil. Donc, je m'étonne un peu de ce tiraillement, mais je comprends, à partir du moment où les gens, dans ce Conseil, ont des positions officielles et des positions bien gratifiées, bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces tiraillements. Oui, je le regrette. Arrêtons-nous un peu sur le cas de Dakar. Tahaou Dakar, que dirige l'actuel maire Khalifa Sall, et Benno Bokk Yakaar n'ont pas réussi à trouver un consensus autour des trois postes dévolus à la région de Dakar. Comment expliquer cette situation? Les postes sont dévolus au département de Dakar. La région a plus de 10 postes. D'abord, je trouve tout à fait anormal. Et ça, ce sont ceux qui ont voté la loi qui sont fautifs. Je trouve tout à fait anormal que sur 150 élus, Dakar n'en ait que 3. Alors que sur 140 ou 150 députés, Dakar a 7. Une tare congénitale déjà? Non, mais c'est une erreur, ça. Je ne comprends pas. N'est-ce pas? Moi, je n'étais pas à l'Assemblée, nous, BCG, on n'y était pas, donc on ne pouvait pas savoir. Je trouve que, parce que ce texte, quand il a été préparé, il n'a pas été distribué à l'intérieur des coalitions. Il aurait fallu le distribuer à l'intérieur des coalitions, recueillir des points de vue, n'est-ce pas? Par écrit, avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Donc la première erreur qui est totalement inacceptable, c'est que le département de Dakar, qui compte plus d'1 million d'habitants, n'est-ce pas, puisse se retrouver avec 3 postes. Autant 3 fois plus que des départements qui ne sont pas plus peuplés que Grand Yoff ou que les Parcelles Assainies. Donc ça, c'est pas normal. Deuxièmement, ce qui s'est passé, moi, je pense qu'il fallait
un entretien, qu'il fallait des concertations. Ces concertations n'ont pas eu lieu. Personnellement, je les ai souhaitées, je les ai suggérées, elles n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en arrive là. Et peut-être maintenant, même, je dis peut-être, hein, peut-être même, ceux qui, entre autres choses, peut-être il y a autre chose, mais entre autres choses, c'est peut-être même l'appellation Benno qui a bloqué les choses. Oui. Que ce soit l'appellation Benno, que ce soit l'appellation Tahaou Dakar. Benno Tahaou Dakar. Non, il fallait mettre Benno de côté, Tahaou Dakar de côté et l'appeler autrement. On l'appelait autrement. Que je sache, je n'ai pas le texte, que je sache, il n'y a pas de. On peut faire une liste et l'appeler dans un département. Une liste peut avoir un nom qui n'est pas un nom développé dans tout le Sénégal, je crois. Bon. Donc, déjà, il y a des erreurs. Erreurs du point de vue du nombre d'élus, erreur du point de vue de la coalition qui devait porter les candidatures, n'est-ce pas? Et erreur du fait qu'on n'a pas pris le temps. Il ne fallait pas attendre la veille pour négocier. Il fallait se concerter bien avant, petit à petit, par des rencontres informelles, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose. Voilà. Je pense que c'est une leçon qu'il faudra retenir en direction des législatives, si les gens vont ensemble, parce que sinon, il y aura des listes parallèles à gauche et à droite. Mais est-ce que le problème de Dakar n'est pas beaucoup plus profond qu'un simple problème de dénomination de liste? Le problème de Dakar, moi je vous dis en toute sincérité, je crois que c'est le président de la République qui n'a pas pris la mesure de Dakar. Ah oui. Ah oui, c'est lui le chef de l'État. Il n'a pas à regarder ce que ceux-ci veulent, les autres veulent. L'erreur a été commise, n'est-ce pas? On l'a laissé tomber dans l'erreur, on l'a induit en erreur. Depuis les locales, n'est-ce pas? Au moment des locales, que fallait-il faire? Et c'est là où je dis une fois de plus, le président de la République gagnerait à s'entretenir le plus souvent possible avec certains. Il ne le fait pas. Et ça, c'est déplorable. Parce qu'à partir de ce moment-là, les éclairages ne peuvent pas lui être apportés. Ce qu'il fallait faire dès le départ, le président de la République aurait dû appeler, avant les locales, donc avant 2014, appeler le maire de Dakar. Lui dire, cher ami, je souhaite que vous soyez celui qui dirige la liste Benno pour le département de Dakar. Et vous, si elle gagne, comme je l'espère, vous serez le maire. Peut-être lui dire, en ce qui nous concerne, nous, à Père, nous aurions souhaité avoir le premier adjoint, ou bon, des choses comme ça. C'est ça qu'il fallait faire. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Chacun est resté dans sa position, parce que quand on est le plus fort, c'est celui qui est le plus fort qui doit aller vers les autres. Voilà. Donc c'est lui qui aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. Dans ce cas, il donnerait beaucoup de pouvoir à Khalifa Sall. Mais quel pouvoir? Il l'appelle, il lui demande de diriger... Son possible rival en 2019. Mais quel rival? Mais il a peur de quoi? Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas de rival. Nous sommes en politique, nous connaissons la politique, nous savons comment on parle en politique. Vous devez marquer de la considération aux gens, et au moment où vous leur demandez quelque chose, comme disent les Wolofs, à ce moment-là, ils se diront, ah, après tout, il y a eu ça, je me mets dans telle et telle position. Je dis une fois et je répète, c'est le président de la République qui aurait dû appeler le maire de Dakar, parler à lui, demander de diriger la liste et demander à tout le monde de s'aligner. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui a faussé cette histoire-là, il ne fallait pas que les APR viennent et exigent de prendre la mairie de tel et tel coin, mais c'était inacceptable. C'est ce qui fait que beaucoup n'ont pas été avec eux. Ils sont venus dire carrément à des maires, nous partons ensemble dans Benno, mais c'est nous qui prenons la mairie. Et vous croyez quoi? Mais les gens ne sont quand même pas tombés de la dernière pluie. Les gens n'ont pas accepté. C'est pourquoi quand il y a eu la possibilité, et je vous dis, le président a quand même laissé aussi une liste APR ou je ne sais pas quoi, Benno peut-être. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois sur ce plateau de l'émission Franc-Parler sur la DTV. Ce dimanche, nous avons l'immense plaisir de recevoir Mamadou Lamine Diallo. Il est député et président du mouvement Tekki. Il est aussi ancien candidat à la présidentielle. C'était bien sûr lors de la présidentielle de 2007. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci également de m'avoir invité. J'en profite pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs.
et vous souhaiter bon vent pour ce nouveau départ, si j'ose dire. Merci, merci infiniment, c'est encourageant. Mamadou Lamine Diallo, le président de la République Macky Sall, invite la classe politique à un débat économique. Vous, on vous voit pratiquement toutes les semaines interpeller le président sur des questions d'actualité, l'actualité économique que vous intitulez « Qu'est-ce qui ?» Comment justifiez-vous le bien fondé de votre démarche? Effectivement, c'est le président de la République lui-même qui a demandé à plusieurs reprises, je pense, qu'il a invité la classe politique à s'élever et à discuter des questions économiques. Donc je suppose qu'il se sent à l'aise pour débattre de ces questions. Et là, récemment, lorsqu'il est allé inaugurer l'échangeur de la Padoie, qu'on appelle l'échangeur de l'émergence, il a au passage traité la classe politique, en tout cas les leaders de Nulard, puisqu'il a dit de manière insidieuse qu'un nulard ne pouvait pas faire un échangeur. Alors, et à cette occasion, il a encore demandé à ce que nous débattions des questions économiques. Alors, j'ai saisi la balle au bon, et je lui ai dit, très bien, moi je suis prêt à engager ce débat-là avec vous, et toutes les semaines, je pose une question économique en débat. Et la première fois, évidemment, je lui ai parlé du building administratif. Je lui ai demandé où est-ce qu'on en était. On nous avait annoncé pour un budget de 17 milliards environ, le marché avait été confié à Bambagnaï qui vend des carreaux. Il serait associé à des Italiens, lesquels les Italiens, je pense qu'ils avaient même dit que c'était un Italien qui avait conçu à l'époque, dans les années 50, le building. Et donc, on leur a confié ce marché-là presque par entente directe. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas par une consultation restreinte. Très bien. Où est-ce qu'on en est? Le marché devait être prêt depuis 2015, ou plutôt le bâtiment. Jusqu'à présent, rien du tout. Quand vous passez là-bas, c'est à peine que le gros œuvre est terminé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les 17 milliards suffisent? Et quelle est la rentabilité de ce projet-là? Parce qu'en attendant, le gouvernement loue des bâtiments à l'extérieur du building administratif, un certain nombre de ministères. Voilà une première question que je pensais qu'ils étaient à l'aise pour discuter de ça. C'est pas très compliqué. Ensuite, j'ai discuté avec lui, j'ai posé la question de l'agriculture. Il a dit que le secteur informel, au passage, devait être le pilier. Alors, je lui ai dit, est-ce que c'est très clair dans leur tête la différence entre pilier et moteur? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Un pilier, c'est quelque chose de fixe et qui doit soutenir une charge. Je vois mal le secteur informel être le pilier, puisqu'il doit évoluer, le secteur informel. Toute la question aujourd'hui est de savoir quelles sont les politiques publiques qu'il faut mener pour faire évoluer le secteur informel, augmenter sa productivité, ses revenus, etc. Et au passage, je lui ai demandé de nous préciser un peu comment ils ont fait pour avoir 22% de taux de croissance dans l'agriculture en fin 2015. Aucune réponse jusqu'ici. J'ai également engagé les débats sur les gains qu'on peut tirer des produits pétroliers. Vous savez, pour ce premier semestre, le gouvernement a engrangé 35 milliards de plus-value de recettes fiscales qui ont été dépensées dans la consommation. J'ai également posé la question de savoir est-ce que ces gains-là ne devraient pas être partagés entre l'État, les sociétés de distribution pétrolière, les sociétés de transport et les consommateurs, les usagers que nous sommes, par la baisse des tarifs. Là aussi, silence radio. Oui, c'est parce que peut-être vous vous trompez de destinataire. Est-ce des questions que vous devrez poser au président? Il y a des services de l'État compétents à vous répondre. Ça, c'est des questions économiques, d'orientation. Ce n'est pas des questions... parce que derrière ça, c'est un problème d'allocation de ressources. Et donc, c'est lui qui a demandé le débat. Qu'est-ce qu'il veut comme débat économique? Peut-être autour du PSE. Il serait très à l'aise dans ce débat-là. Mais c'est quoi engager le débat autour du PSE? Moi, je suis prêt à discuter avec eux. Je leur ai dit tout le temps, le PSE, c'est rien d'autre que de la communication. Vous réduisez le PSE à statut de... Non, c'est pas un programme, le PSE. C'est le document d'Abdoulaye Wade, là, de réduction de la pauvreté, qu'ils ont réaménagé en 3 axes. Et puis, ils y ont ajouté 27 projets phares qui sont le plus souvent à l'étude. Et donc, avec une grande campagne de communication. Après 1 an, ils se sont dit, ah tiens, on a oublié le monde rural, on fait le PUDC. Mais en fait, c'est une erreur de penser faire un programme
sur 35 ans. Moi, je leur ai dit ça à l'Assemblée nationale. Je leur ai dit ça partout. Puisque quand tu arrives au pouvoir en 2012, nous avons un déficit budgétaire qui va aller vers 7%. On prend des mesures qui nous permettent de ramener ça à des niveaux finançables. Très bien. On a des actions d'urgence à mener dans le domaine des inondations pour soutenir l'agriculture en 2012. Mais après cela, et c'est là où Macky Sall s'est complètement fourvoyé, et on va le voir, parce qu'il est en train de s'endetter à un rythme extrêmement élevé. Là où il s'est fourvoyé, et je leur ai dit, vous êtes obligé de terminer l'aéroport de Niasse d'Abdoulaye Wade. Vous êtes obligé, puisque vous avez déjà mis 500 millions d'euros, qu'on a emprunté, ce n'est pas de l'argent gratuit. Si ils parlent d'endettement responsable. Oui, non mais tout ça c'est du blabla. L'endettement c'est de l'endettement. On prend chaque année 400 milliards de plus et ils nous disent qu'ils n'ont pas atteint le taux de 70%. Moi je fais partie des gens qui ont calculé ce taux-là. Moi je sais pourquoi on l'a fixé à 70%. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Moi je le sais. Pourquoi ils l'ont fixé à 70%? Donc, je veux dire, moi je le sais. Donc, dites-nous pourquoi ils l'ont fixé à 70%. Non, on l'a fixé à 70% à l'époque, juste après la dévaluation du franc CFA. On a fait une évaluation technique et on a vu qu'effectivement c'était le niveau pour des pays à taux de change fixe, etc. C'était un niveau où on estimait qu'il ne faut pas dépasser, sinon la dette devenait insoutenable. C'est pour cette raison-là. Et ça a été confirmé après par un certain nombre de travaux économétriques. Oui. Mais là, aujourd'hui, ce qui est important et ce que je voulais vous dire, c'est que tu ne peux pas engager de programme économique véritable si tu n'as pas terminé l'aéroport de Niasse et les voies de raccordement. Ça c'est clair, tu ne peux rien faire parce que tu es obligé de le faire, parce que tu as engagé les travaux 500 millions d'euros, comme j'ai dit, les autoroutes, déjà vous avez déjà vu le problème qu'il y a avec le second tronçon, on l'a terminé, l'aéroport n'est pas fini, et donc le promoteur demande des indemnités. Tout cela montre qu'en réalité, ils ne sont pas dans un programme, ils ne sont pas dans un processus de planification, ils sont dans l'intuition, ils sont dans la, comment dirais-je, l'urgence, et surtout dans le financement d'un clientélisme politique qui ne dit pas son nom. Voilà. Mais moi, je suis fondé à engager ce débat avec lui. C'est lui qui l'a demandé. Oui. Il est président de la République. En quoi, aujourd'hui, l'histoire du building, c'est sérieux. Ce n'est pas une histoire de technicien simple. On est en train de louer à coups de milliards pour loger des ministères. On dit qu'on engage des travaux pour 18 mois. 18 mois, c'est passé, on ne sait pas où on en est. Et vous voulez qu'on ne discute pas de ça? Je lui ai posé la question récemment, la route Fatick-Kaolack, c'est quand même la route la plus importante sur le plan économique de ce pays. Où est-ce qu'on en est? C'était l'affaire Baratal, comment ça s'est dénoué, combien on a payé à Baratal, combien cette route doit coûter. Mais les Sénégalais doivent savoir. Mais vous avez une opportunité qui s'offre à vous, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas poser cette question-là dans les instances ou bien via question Nous l'avons fait. Les questions orales n'existent pas à l'Assemblée nationale. Ils ont fermé la porte des questions orales. Ce qui existe à l'Assemblée nationale, ce sont ce qu'ils appellent les questions d'actualité, qui sont programmées, filtrées avec le Premier ministre qui l'a commencé l'année dernière. Et ça, c'est terminé. Et voilà. La seule chose qui nous reste, c'est les questions écrites. Les questions écrites, j'en fais. J'ai posé une question sur le Qatar. Je vais également poser une question écrite. Mais là, moi, je vais engager un débat de fond. C'est un débat d'orientation, c'est pas un débat technique. Derrière ça, on va savoir pourquoi vous allouez les ressources qui sont rares. C'est pourquoi ces ressources-là qu'on va emprunter dans des projets dont la rentabilité est douteuse. C'est ça le fond du problème. Vous décriez l'endettement outrancier du Sénégal, mais certains vous diront que oui, le Sénégal a une bonne signature, qu'il se doit de jouer à fond. Ils ont tort. Ces gens qui parlent de ça ne savent pas de quoi ils parlent. Le Sénégal s'endette à un niveau élevé. 7% à peu près, vous le verrez. Hein. À peu près, c'est ce que nous aujourd'hui, c'est ce qu'on a sur les marchés. Et vous savez que la Grèce, qui est déjà à terre, emprunte à des niveaux beaucoup moins élevés que ça. Donc ceux qui parlent de ça ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, et ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le budget du Sénégal, on est à 550 milliards à peu près de services de la dette par an.
Si vous le ramenez aux recettes sûres de l'État, qui sont vers 1500 milliards, voyez-vous, c'est presque un tiers. Un tiers qu'on doit utiliser pour pouvoir payer à la fois le principal et les intérêts. Et donc, s'endetter, c'est pas mauvais, personne n'a dit que le Sénégal ne doit pas s'endetter. Il n'y a pas de pays au monde qui ne s'endette pas. Le problème, c'est de s'endetter de manière, disons, être sûr que là où vous mettez votre argent, ça va vous rapporter suffisamment pour rembourser la dette, ça va vous rapporter suffisamment pour faire croître votre économie, créer des emplois. Et c'est ça le débat économique. Et ça, le président de la République nous invite à en discuter. J'ai préféré prendre des angles concrets, je ne vais pas discuter avec lui des questions théoriques, des questions plus fondamentales de la politique monétaire, la politique ménagère, il n'en sait rien du tout, son ministre de l'économie non plus, son premier ministre non plus, et donc ce serait vraiment les fatiguer pour rien du tout. Donc je prends des questions concrètes sur lesquelles les Sénégalais peuvent avoir leur avis et nous pouvons engager le débat. Il ne veut pas le faire, mais moi je continue à le faire. Vous allez continuer à le faire, mais pour combien de temps encore? Parce que chaque semaine, nous posons une question, l'année c'est 52 semaines. Ah oui, nous avons 52 questions, ça c'est pas compliqué à faire pour moi. Sur l'économie sénégalaise, j'y travaille depuis plus de 25 ans. J'écris des livres là-dessus, nous avons des équipes économiques à Teki qui sont extrêmement rodées. Et donc, c'est pas un problème du tout pour nous. Donc, nous avons un programme économique à Teki que nous avons élaboré depuis très longtemps. Depuis ma campagne de 2007, vous avez déjà fait allusion à ça, où nous avions les 8 points de programme. Et tout cela est très clair dans notre tête. Nous savons comment faire pour faire du Sénégal un pays émergent. Et ça, Macky Sall n'en sait rien du tout. Oui. Nous allons nous intéresser à présent à cet échange épistolaire entre l'ancien Premier ministre et l'actuel Premier ministre. Abdoul Mbaye d'abord, qui écrit au président pour demander des informations concernant le pétrole et le gaz. À sa suite, l'actuel Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui lui demande d'attendre un peu le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le prochain rapport va sortir effectivement le 16 octobre 2016. Quel commentaire vous inspire ce débat? Bon, ça me fait un peu rire. Hein. J'ai l'impression que... Pourtant, c'est du sérieux. Oui, le gouvernement s'affole pour rien du tout. À moins qu'ils aient des informations que nous ignorons. Moi, je dois dire que Abdoul Mbaye était Premier ministre et il y avait sur la table, déjà, négocié par Karim Wade, ministre de l'Énergie, un décret contresigné par Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre, et signé par le président Abdoulaye Wade, pour donner à Petrotim 90%, Petrosen 10%, un permis de recherche, d'exploration dans le Saint-Louis profond et à Kayar. Cela était prêt. Oui. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je me suis toujours dit pourquoi ce décret n'a pas été numéroté. Il est resté tel quel, et c'est l'un des premiers dossiers traités par Macky Sall, président de la République, et Abdoul Mbaye, Premier ministre. Et ça cache quoi, cette absence de numérotation? Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi numéroter, c'est au secrétariat général du gouvernement, Quand même, c'est une anomalie. C'est pas que ça soit une anomalie, c'est-à-dire que le décret est signé, pourquoi il ne l'a pas fait avant de quitter le pouvoir, je ne sais pas. C'est à Abdoulaye Wade à nous répondre, ou à Souleymane Ndéné Ndiaye en tout cas, puisqu'il est toujours là et qu'il est actif politiquement, ils ne l'ont pas fait. Et donc Abdoul Mbaye a repris le dossier avec Macky Sall. Maintenant, le fait nouveau, et c'est peut-être ça que questionne Abdoul Mbaye. Oui. Il dit d'ailleurs en substance qu'il n'avait pas toutes les informations au moment où on lui faisait contresigner le nouveau décret, qui a été cette fois-ci préparé pour le mois de juin, je crois, et le mois de septembre. Toujours pour Petrotim à 90% et Petrosen à 10%. Oui. Eh bien, dans cette affaire-là, c'est clair que le frère du président Alioune Sall est entré dans le dossier. Oui. Comment il y est rentré? Pourquoi? Ça, c'est des questions que les Sénégalais se posent. Puis c'est pas un pétrolier, c'est un journaliste que je sache, il est comme vous. C'est pas que les journalistes ne peuvent pas s'intéresser au pétrole, mais enfin... Les journalistes mènent à tout, comme on dit. Mais enfin, c'est quand même curieux que le frère du président de la République rentre dans ce dossier-là, et ça, c'est connu. Lui-même a reconnu qu'il travaillait pour Petrotim et qu'il avait un salaire de 10 millions, 15 millions par mois. Au nom de quoi? Au nom de quoi on lui paierait un salaire comme ça? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans le pétrole? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans le gaz? Je ne sais pas. Et donc, Petrotim, un beau jour, on apprend que, effectivement,
Maintenant, Petro-Tim disparaît et ces 90% sont partagés entre Cosmos Energy, qui est une société connue. Bon, même si Abdoul Mbaye questionne dit que le fonds norvégien n'investit pas dans Cosmos, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas Cosmos, nous on les a visités, c'est eux qui opèrent au Ghana depuis quelques années. Là-bas, on y est allé, on a vu ce qu'ils font. C'est une société qui a pignon sur rue, en tout cas de ce que nous savons. Donc, Cosmos prend 60% et il y a une nouvelle société qui s'appelle Timis Corporation qui prend 30%. On ne va pas nous dire que ça s'est fait gratuitement, ça n'existe pas. There is no free lunch dans ce business. Donc, il y a bien eu des transactions financières. S'il y a transactions financières, c'est combien? Est-ce que le Sénégal les a approuvées, etc. Voilà les questions que se pose Abdoul Mbaye, que se pose, je crois, Birahim du Forum Civil. Oui, et le Premier ministre leur demande de prendre leur mal en patience, d'attendre le rapport. De Litier, on verra. Je ne sais pas si Litier peut régler le problème des droits, octobre prochain. Les questions de propriété. Est-ce qu'ils sont outillés pour ça? On verra bien. Mais nous travaillons également là-dessus. Vous savez, je préside le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Ces questions nous intéressent du point de vue évidemment de la bonne gouvernance et du point de vue du parlementaire. Et donc nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Mais ce qui est clair et qui est inacceptable et qui ne se fera pas au Sénégal, c'est une gestion du pétrole et du gaz comme on l'a connu au Congo ou en Guinée équatoriale. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui prend les rentes pétrolières ou gazières pour elle-même, et tous les autres sont des esclaves. Ça ne se fera pas au Sénégal. Si c'est ça le projet de Macky Sall et Co, il se trompe. Oui, iriez-vous jusqu'à mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire autour de ce sujet-là? Vous savez, l'Assemblée, comme l'a dit Moustapha Diakhaté, c'est l'annexe du palais. Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire. Lui-même, Moustapha Diakhaté et moi-même avions engagé il m'avait demandé de le faire, j'avais accepté en toute responsabilité, de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale la possibilité de faire une commission d'enquête parlementaire sur le problème des phosphatages de fonds que le régime de Macky a trouvé ici. Il y avait des décrets de vente liés à ça, et cette affaire-là, on n'en a plus entendu parler. Voilà, on l'a enterré. Et donc, je ne crois pas que ce gouvernement-là, en tout cas cette Assemblée nationale, ou ce gouvernement, ou ce président de la République va autoriser, parce que c'est lui qui autorise l'Assemblée nationale, même si les textes ne disent pas ça, à ouvrir une commission d'enquête parlementaire. Je ne pense pas que le Parlement soit outillé pour le faire. Normalement, il aurait dû le faire. Un Parlement sérieux, un Parlement qui joue son rôle, un Parlement qui joue son rôle donc de pouvoir législatif, devrait, sur cette affaire-là, ouvrir une commission d'enquête parlementaire, c'est clair. Mais je sais très bien que ça ne se fera pas, donc ce n'est pas la peine que je me fatigue à demander à Moustapha Niasse de mettre en place une commission, ça ne se fera pas. Aliou Sall, le frère du président, serait-il le coupable d'un délit d'initié, à votre avis? En tout cas, certainement, parce que cette affaire de gaz, Abdoulaye Wade, président de la République, en avait parlé bien avant, en disant que dans le Saint-Louis, dans la mer profonde là-bas, il y a du gaz. Il y a de très grandes réserves de gaz. Et tous ceux qui s'intéressent à cette affaire-là, depuis très longtemps, savent que les Américains le disent, qu'au large du Sénégal, eh bien, il y a du gaz. D'autant plus que dans cette affaire-là, on avait déjà trouvé, de l'autre côté de la frontière, en Mauritanie, des réserves de gaz. Et donc, lorsque le frère du président rentre dans le dossier, je pense que tout le monde sait qu'il y a du gaz ou du pétrole. Le gaz, c'est du pétrole qui ne s'est pas refroidi. Et donc, quand on fort, on peut tomber sur du gaz ou du pétrole. Donc, tout cela, je pense qu'on le savait. Et le montage de Petro-Tim, parce que c'est un montage, transformé brutalement ou subitement ou subrepticement en Timis Corporation, eh bien, tout cela va être clarifié. C'est un part de la nébuleuse Timis Corporation. Oui, parce que vous savez, ces sociétés, ce sont souvent des sociétés qui sont dans des paradis fiscaux. New Jersey, Chypre, îles Caïmans. Les ICS, c'était pareil d'ailleurs. Moi, j'ai souvent posé la question au ministre. Il y avait IFCO, le groupe IFCO qui possédait 85%, était possédé par Senfer Africa, Senfer Investment, Senfer Investment des sociétés là à $1 là, dans les îles Caïmans ou je ne sais pas où. Voilà, c'est ce type de montage-là, c'est ce qu'ils appellent de l'ingénierie financière, ce n'est rien d'autre que de la truanderie. Eh bien,
Voilà, donc c'est extrêmement difficile de démêler ce genre de choses. Mais il est clair, au vu de tout le monde, de tous ceux qui s'intéressent à ce dossier-là, que ce n'est pas transparent du tout. Et donc, on veut bien savoir à qui appartient Petro-Tim. Je pense que c'est la question in fine que pose Abdoul Mbaye. Il dit qu'au moment, en tout cas, où il contre-signait, il ne le savait pas. Et que beaucoup de membres dans le gouvernement également ne le savaient pas. C'est ce qu'il dit. Deuxièmement, bien, Timis Corporation, c'est qui? Troisièmement, lorsque Timis Corporation prend 30% de Petro-Tim, est-ce qu'on a payé quelque chose à Petro-Tim? Si oui, combien? Est-ce que donc ces montants-là sont exonérés d'impôts? Voilà les questions que se posent les Sénégalais, et moi je les formule de manière simple, c'est ça. Voilà les 4 questions auxquelles le gouvernement doit répondre. Et voilà les 4 questions auxquelles le comité national ITIE devrait répondre, mais je pense qu'il ne répondra pas. Et pensez-vous que ces questions ont des chances de trouver réponse? La personne qui a voulu fuiner dedans, l'OFNAC, avec Nafi Ngom Keïta, on a vu ce que ça lui a coûté. On l'a débarqué, oui, mais moi je pense que c'est une question qui préoccupe les Sénégalais. Ça préoccupe tout le monde, parce qu'on ne veut pas que le Sénégal soit transformé en pays de malédiction des matières premières. Oui. Nous ne voulons pas que le Sénégal... On parle de la malédiction du pétrole et du gaz. Ben oui, ça existe, c'est pas des histoires inventées. Nous savons comment, dans certains pays africains, la rente pétrolière et gazière est gérée. Vous allez en Guinée équatoriale, vous allez en Guinée, au Congo, pour ne citer que ces pays-là. Je ne parle pas de l'Angola. Et nous ne voulons pas de cette gestion parce que ça ne fait pas du tout démarrer l'économie d'un pays, ça ne fait pas développer un pays. Si la rente pétrolière et gazière est captée par une famille ou par une aristocratie ou par un leadership politique, eh bien, ça c'est extrêmement grave et ça aboutit toujours à des conflits. Et dans le pire des cas, c'est la guerre civile. Nous n'en voulons pas au Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs, les députés que nous sommes, plus de 50, eh bien, on a décidé de créer ces réseaux-là et on travaille à créer un réseau régional au niveau de la CEDEAO. Tout cela pour empêcher, parce qu'on sait très bien que notre zone, le golfe de Guinée qui continue jusqu'au Sénégal, tout cela, c'est des zones à fort potentiel gazier et pétrolier. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité cette fois-ci, évidemment, de tout faire pour empêcher que la malédiction des matières premières ne touche nos États. Et le fait que la famille du président, parents, proches et alliés soient impliqués dans la gestion du pouvoir, ça vous inspire quel commentaire? Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je trouve ça d'abord honteux, inacceptable. Et pour moi, c'est une très grande déception. Oui, nous avons combattu. C'est son compétence, c'est la compétence qui est recherchée. Je ne sais pas s'ils sont compétents. Tu sais, tout le monde se réveille ici, dit qu'il est compétent. Donc, ça, c'est très facile à dire. Ils inventent même des diplômes là, etc. Et personne ne vérifie ça. Chacun se fait appeler docteur comme il veut. Ce qui est clair, Pierre, c'est que nous avons combattu Abdoulaye Wade, y compris moi-même, parce que nous estimions qu'il y avait une gouvernance familiale et qu'il voulait que son fils le remplace. Donc on dit que ce n'est pas normal. On avait même fait, nous, une proposition de loi à l'Assemblée nationale Teki dans ce sens-là. Et cette proposition a été reprise, d'ailleurs, par les Assises nationales, et c'est dans la charte de gouvernance démocratique des Assises nationales. À savoir qu'un président ne peut pas se faire succéder par quelqu'un de sa famille, etc. Et donc, nous ne pouvons pas avoir fait ça et nous retrouver dans une situation où ce pays est dirigé par les faillis, les Timbo et les Sall, au nom de quoi? Et ça, c'est pas acceptable. Et encore une fois, nous combattons ça, nous dénonçons ça et nous appelons évidemment les populations sénégalaises à s'y opposer. Et parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Hein. C'est Faisal avec le griot, demain leurs esclaves là-bas au Fouta, il paraît qu'ils en ont. Mais on est dans quoi là? Nous sommes dans une république démocratique. L'aristocratie traditionnelle, c'est fini, c'est terminé. Oui, mais ce n'est pas un péché que d'être proche du président de la République. Ce n'est pas parce qu'on est proche du président qu'on n'a pas droit à avoir du travail ou bien à travailler pour l'État. Plus au sommet. Non, mais c'est des nominations politiques. Ce n'est pas des nominations techniques sur la base d'appels d'offres, etc. C'est des nominations politiques. Hein, dans des positions où il y a des ressources financières importantes, ou dans des positions stratégiques où les décisions influent sur l'avenir du pays. C'est de cela dont il est question. Et par conséquent, ça, c'est la gouvernance familiale.
Et ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Je pense que de ce point de vue-là, quand même, on a eu des exemples au Sénégal. Le président Senghor n'a pas fait ça, que je sache. Eh bien, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, s'ils sont compétents, eh bien, ils n'ont qu'à aller dans le privé et travailler et gagner de l'argent ou enseigner dans les universités parce qu'on en a besoin. Voilà, maintenant que le frère du président s'improvise maire de Guédiawaye par pression du président de la République et qu'on veuille qu'il gère le pétrole et le gaz du Sénégal, ça, on n'acceptera pas. Oui. Mamadou Lamine Diallo, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Depuis quelque temps, il y a un débat qui fait rage dans notre pays autour de la double nationalité, avec cette proposition du pôle de la majorité qui souhaite que tout candidat qui jouit d'une double nationalité puisse renoncer à la nationalité étrangère au moins 5 ans avant la date de la présidentielle. Quel est votre point de vue là-dessus? Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que ce problème de la double nationalité, il faut reconnaître que je suis le premier à l'avoir souligné. En rappelant dès 2010 que la constitution sénégalaise, que la plupart des gens ne lisent pas, et même s'ils prétendent diriger le Sénégal, avait clairement noté que pour être candidat à la présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. L'article 28 de la Constitution. Voilà. Et donc, moi, ce que j'avais demandé, et que je continue à demander, c'est que le Conseil constitutionnel ait les moyens de vérifier que les gens ne mentent pas. C'est ça le fond du débat. J'ai même eu des réponses de la part de soi-disant juristes qui disent que la déclaration sur l'honneur, ça suffit. Bon, tu sais, l'honneur, on sait bien ce qu'on en fait dans ce pays avec les wahwahettes à l'infini. Et donc, ce qu'il faut, ce dont on a besoin, c'est que le Conseil constitutionnel puisse, au moment où les candidats déposent leur dossier, que le Conseil constitutionnel ait les moyens de vérifier que le candidat a effectivement exclusivement la nationalité sénégalaise. Techniquement, est-ce que le Conseil peut le faire? Ah oui, ah oui. Moi, bon, évidemment, on ne va pas lui demander d'aller vérifier pour les 180 pays des Nations Unies, oui. Mais quand même, on peut vérifier pour la France, on peut vérifier pour la Belgique, pour le Canada, pour l'Italie, pour les États-Unis. Je pense que ces 5 pays-là, on peut en rajouter d'autres, eh bien, le Conseil a les moyens. Le Sénégal, l'État sénégalais a les moyens de vérifier auprès de ses autorités si ceux qui prétendent diriger notre armée, parce que c'est ça dont il s'agit. Le président de la République est le chef supérieur des armées, et si celui-là a effectivement, exclusivement la nationalité sénégalaise, telle que c'est indiqué dans la Constitution, dans ce pays, en 2001, on l'a voté, également en 2016, on l'a voté. C'est ça le fond du débat. Mais est-ce une question qu'il faut laisser au Conseil constitutionnel? Est-ce que ce n'est pas une question purement politique, qu'il faudra régler de manière politique? C'est dans la Constitution. Au moment où, en 2016, quand Macky nous a obligés à aller voter sa nouvelle Constitution, il ne nous a pas laissé le temps de débattre. C'était une question de fond qu'il fallait peut-être discuter pour savoir effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette affaire-là, il y a la diaspora qui s'énerve en disant leurs enfants sont nés là-bas, est-ce qu'on les exclut, etc. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas concernés. Le code de la nationalité au Sénégal dit simplement que lorsque vous êtes majeur et que vous preniez une autre nationalité, vous pouvez perdre la nationalité sénégalaise. Mais ça, c'est peut-être dans le code de la nationalité, mais ce n'est pas appliqué, parce que c'est extrêmement difficile à appliquer. Ça, c'est un débat différent. Ici, c'est simplement quelque chose qui est dans la Constitution, que nous avons voté. Et il faut donner au Conseil constitutionnel les moyens de vérifier, parce que moi, je suis persuadé qu'en 2007, lorsque j'étais candidat à la présidentielle, nous étions 15, il y en avait 14. Je suis persuadé que parmi les 14, il y en a qui ont menti quand ils ont dit qu'ils avaient exclusivement la nationalité sénégalaise. Qui, par exemple? Je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'il y en a qui ont menti. Ils ont la double nationalité. Il y en avait parmi les candidats. Présentement, on accuse l'actuel chef de l'État de jouir d'une double nationalité. La nationalité américaine, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne veux pas dire qu'il a la nationalité américaine. Je n'en sais rien. C'est vrai qu'il a vécu là-bas. Peut-être qu'il avait une carte verte, quelque chose comme ça. Mais je n'en sais rien. C'est à lui à nous dire. En tout cas, moi, ce qui me concerne, j'ai dit clairement, publiquement, depuis très longtemps, que j'ai exclusivement la nationalité sénégalaise. J'ai vécu en France. J'ai fait l'école polytechnique de Paris. Si je voulais avoir la nationalité française, je l'aurais eu.
Je suis né à Dakar avant les indépendances. Si je voulais avoir la nationalité française, je l'aurais eu. J'étais aux États-Unis, etc. Mais nous, nos papas nous ont éduqués en nous disant allez chercher le savoir et venez aider le Sénégal et l'Afrique. Nous sommes dans cette trajectoire-là. Mais en quoi la double nationalité pourrait-elle gêner? Nous sommes tous des citoyens du monde, après tout. Aujourd'hui, dans le domaine du sport, on fait appel à des joueurs qui jouissent d'une double nationalité, les binationaux. Et on est fiers quand ils marquent des buts. Absolument. Dans le sport, c'est bon. À l'université. Oui. Pourquoi ce qui est valable pour le sport ne l'est pas en politique? Pour le sport, c'est très bon. Pour l'enseignement supérieur, c'est encore mieux. Je pense que dans le privé, il n'y a aucun problème. Ce dont il s'agit ici, et c'est dans la Constitution, c'est d'être le chef supérieur de l'armée, le président de la République. Surtout qu'en plus, les Sénégalais sont présidentialistes, en tout cas dans la classe politique pour l'essentiel. Ils disent que c'est le président qui est la clé de voûte des institutions, c'est le président qui est le dépositaire de la Constitution. Ils ont une formule de ce type-là, Pierre. Oui. Alors, ce débat-là n'est même pas pensable en France, encore moins en Chine. Oui. Populaire, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez développer votre pays, il vous faut un minimum de patriotisme, sinon ce n'est pas la peine. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'on a mis dans la Constitution ces dispositions-là, l'article 28. Et c'est ça qu'il faut respecter. Pourquoi parler de sport? Ça n'a rien à voir. On parle du chef d'état-major de l'armée sénégalaise, en tout cas du chef supérieur des armées. C'est de cela dont il s'agit. Oui. Est-ce que celui-là, quand il va donner l'ordre d'aller au Darfour, d'aller en Casamance, d'aller au Mali, et que les gens vont aller là-bas et peuvent se faire tuer, celui-là, il le fait en toute conscience et dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est une question extrêmement sérieuse parce que c'est la vie des gens qui est engagée, c'est la vie de nos officiers, de nos sous-officiers, des soldats. Eh bien, et cela, à mon avis, on ne peut pas marchander ça avec quelque chose qui nous fait plaisir lorsque El Hadji Diouf marque un but. C'est pas pareil. Oui, sauf que là, en parlant de 5 ans, certains ont pensé qu'il y a une volonté manifeste d'écarter. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas sérieux. Oui. Je dis que ce n'est pas sérieux leur affaire là. Ce qui est important, c'est au moment du dépôt du dossier de vérifier que X, Tartampion, Z, ces gens-là ont exclusivement la nationalité sénégalaise. C'est de cela dont il s'agit. Et si le gouvernement du Sénégal prend des dispositions pour permettre au Conseil constitutionnel de le vérifier, moi je soutiens ça. Mais sinon, vouloir dire aux gens il faut renoncer 5 ans avant, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, le Sénégal s'achemine vers une élection, l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, l'élection prévue le 4 septembre prochain. Au niveau de votre parti ou bien du mouvement Tekki, comment l'élection se présente? Bon, d'abord, il faut d'abord dire, surtout à ceux qui sont issus des assises, le gouvernement, quand ça les arrange, ils disent qu'il peut prendre des virgules ou des points-virgules dans les textes des assises nationales ou dans la charte de gouvernance démocratique. Et c'est le cas pour ce Haut Conseil? Voilà. Et ce Haut Conseil, en tout cas tel que nous l'avions négocié, nous, c'était un compromis entre ceux qui étaient favorables au sein des assises nationales au maintien du Sénat et ceux qui n'étaient pas d'accord, nous avions dit, eh bien, on pouvait imaginer quelque chose, un organe, qui ressemble un peu à ce qui s'est fait au Mali. Les Maliens ont expérimenté ce Haut Conseil. D'ailleurs, les Maliens ne sont pas très satisfaits de cela. Et donc, voilà. Et nous avions dit, si c'est ça, on peut faire l'expérience. On avait même fait un petit texte pour dire comment c'était organisé. Ça n'a rien à voir avec cette affaire de Macky Sall, où il nomme, je pense, 70, je crois, sur 150. Oui. Il nomme par décret le président. Tous les mardis, donc, il peut le dégommer. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils font, sauf un rapport annuel qu'il faut remettre au président et qui va ranger dans les tiroirs, comme les autres rapports du Conseil économique, social et environnemental. Et il n'en a pas besoin, puisqu'il dit qu'il a trouvé la solution définitive du problème des Sénégalais sur 25 ans, jusqu'en 2035, avec son fameux PSE. Et donc, nous estimons que ce n'est pas un enjeu politique fondamental. Maintenant, ce sont nos bases locales qui décident de ce qu'elles vont faire. Je crois savoir que nous avons une liste à Goudomp. À Sédhiou, ils ont cherché à avoir une liste et je pense qu'ils ne sont pas bien entendus. Nous-mêmes, moi-même, nous sommes ici quelques conseillers à Dakar.
on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on va discuter pour voir. Mais pour nous, ce n'est pas un enjeu fondamental. Ces hauts conseillers sont en réalité des petits sénateurs. Ah oui, c'est des sénateurs. Donc le haut conseil, c'est le Sénat bis, quoi. C'est des petits sénateurs. C'est même pas le Sénat d'Abdoulaye Wade, c'est des petits sénateurs. Parce qu'ils ne votent pas la loi. Donc voilà, c'est juste pour caser les non encore nommés de l'APR, il y en a beaucoup. Macky, il faut qu'il les nomme. Et donc, il a trouvé un système pour les nommer. Il peut pas, parce que Macky, vous savez, il n'était pas pour la dissolution du Sénat, vous vous souvenez, oui. Il l'a fait parce qu'il y avait évidemment les inondations, et il y avait une pression sur lui et sur évidemment les leaders politiques, et il est revenu d'un voyage, d'ailleurs sans consulter personne, il a décidé de dissoudre le Sénat. Donc, il ne l'a pas fait par conviction, et là, il s'est dit, je vais faire renaître cette affaire-là. C'est le Sénat qui revient par la fenêtre. Voilà, et comme le nom indiqué était déjà marqué dans la charte de gouvernance démocratique et dans les assises nationales, c'est très heureux pour lui, il le prend, il en fait ce qu'il veut. Voilà, donc il va pouvoir, je pense, placer quelques non encore nommés de l'APR. Et voilà, mais je pense que dans le dispositif institutionnel de ce pays-là, ça n'apportera pas grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'assister à une querelle de légitimité entre les conseils, les hauts conseils qui seront élus et les 70 autres qui seront nommés par le président? Vous savez, c'était déjà le cas d'ailleurs dans le fameux Sénat d'Abdoulaye Wade. Bon, je crois que la plupart des gens qui sont là-bas savent que cette affaire-là, c'est juste pour leur donner quelques revenus mensuels, peut-être de l'essence, certainement une voiture, et pour pouvoir aller dans les cérémonies et autres, et vanter les louanges donc, de la famille Faisal. C'est tout. Donc il n'y a aucun enjeu politique fondamental. Il n'y aura pas de querelle entre ceux qui seront élus le 4 septembre et ceux qui seront nommés par Macky Sall. Parce que dans le fond, ils sont tous nommés par Macky Sall, plus ou moins. Oui. L'actualité, c'est aussi ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, convoqué devant le conseil de discipline, finalement, donc le rendez-vous a été reporté pour des raisons qu'on sait tous, parce qu'il serait venu avec 5 avocats et selon les textes, soi-disant, bon, il devait avoir un seul conseil à ses côtés pour le défendre. Vous, tout cela, ça vous donne envie de dire quoi? Bon, moi je trouve que ça, c'est un peu cette fameuse tendance autocratique de Macky Sall, qu'on a déjà décelé depuis qu'il avait forcé un bureau de vote là, lors des élections locales à Fatick. Et pourquoi renvoyer tout au président Macky Sall? Ouais, bah c'est lui-même qui le dit. Lui, les Moussa Fagnas, ils disent que c'est lui l'ABC, c'est la constante, c'est lui qui revendique effectivement cette position de monarque. Voilà, c'est pour cette raison-là. Si les pouvoirs étaient bien distribués dans ce pays-là, les responsabilités de chaque pouvoir seraient engagées. Mais dans le cas d'espèce, c'est eux qui veulent un pouvoir présidentialiste obscur. Et nous y sommes. Et c'est pas ça qui va faire émerger le Sénégal ni l'Afrique, c'est très clair. Maintenant, dans cette affaire-là du pauvre Sonko, moi je crois qu'il est victime simplement de cette tendance autocratique où on veut bâillonner les gens. Parce que ce qu'il a dit, moi, de ce que j'ai entendu, que les députés ne payent pas suffisamment d'impôts ou ne payent pas d'impôts, où est le problème? Bon, mais je vois pas en quoi on est sur lui, on veut l'humilier, on veut le brimer. Je pense que je suis pas d'accord. Moi, je le soutiens dans ce combat-là. Et je crois qu'il faut qu'il tienne bon. Le Sénégal ne peut pas être dictature, encore moins une dictature familiale. Et je vois pas ce qu'il a fait d'extraordinaire. Il fait de la politique. Oui. Il ne se cache pas. Plein de directeurs généraux ici font de la politique. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, il y en a même qui sont des maires. Plein bon, les ministres n'en parlons pas. Alors, où est le problème? Que lui, c'est pas interdit par le statut du fonctionnaire dans ce pays qu'il fasse de la politique. Il le fait, il n'est pas d'accord avec le parti au pouvoir. Où est le problème? Oui, vous êtes un pur produit de l'administration sénégalaise, entre autres aussi. Est-ce que l'argument qu'on lui oppose souvent, l'argument de manquement à l'obligation de réserve, est un argument qui résiste à la critique? Ça, c'est tellement flou. L'obligation de réserve, bon, c'est les diplomates d'ailleurs qui sont plus outillés pour savoir quelle est la limite, quoi. Mais en tout état de cause, le fait qu'il ait dit que les députés ne payent pas d'impôts ou n'en payent pas suffisamment, je ne vois pas quelle obligation de réserve a été violée. Vu sa posture, vu sa position, il a accès à des informations de première main. En tout cas, pour cette affaire-là, nos fiches de paie sont publiques, hein, donc je ne vois pas en
En quoi ça, c'est une information de première main? Vous êtes un pur produit de l'administration sénégalaise. Est-ce que l'argument qu'on oppose souvent à Ousmane Sonko, l'argument de manquement à l'obligation de réserve, à votre avis, est-ce un argument valable? Bon, tu sais, dans cette affaire d'obligation de réserve, on ne sait pas où est le trait, hein. En général, les diplomates sont peut-être mieux outillés pour nous indiquer où se trouve le trait. Mais moi, en tout état de cause, en tout cas, sur la question des députés, nos fiches de paye sont publiques. Bon, les dettes fiscales sont connues, hein, la Sénélec ANA, la RTS. Donc, je ne vois pas en quoi, mais lui, fondamentalement... en tant qu'inspecteur des impôts, il a accès à des informations de première main. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, dans ce qu'il a dit, des choses qui relèvent d'informations confidentielles liées à son travail. Je n'ai pas vu ça. Et donc, dans ce que j'ai entendu, il n'y a que des prises de position et peut-être la seule information, c'était de dire que les députés, en tout cas, s'ils payent des impôts, ne payent pas suffisamment selon lui. Parce que selon le Code général des impôts, ils devraient payer plus d'impôts. Bon, les députés disent qu'eux, ils payent selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. C'est ça. Et voilà, moi, je ne vois pas en quoi, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas entendu à dire des choses qu'on peut lui reprocher, qu'il aurait utilisé des informations strictement confidentielles dans son travail et qu'il aurait donc violé donc, le secret professionnel. Je pense qu'on lui fait un mauvais procès. Il fait de la politique. S'il était de l'APR, on ne lui aurait rien dit. Il y a une menace de radiation qui pèse sur lui. Est-ce que ce serait cher payé pour lui? Bon, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est engagé pour son pays. Et donc, il y en a qui meurent au front, vous savez. Et ceux-là, c'est le font pour le Sénégal. Donc, quand on décide de faire l'action politique, comme il décide de le faire, eh bien, on est réprimé. Nous-mêmes, mon directeur de campagne, Moussa Ndiaye, le 2 septembre 2008, est mort de manière suspecte, selon le procureur. Jusqu'à présent, eh bien, la justice refuse de tirer cette affaire-là au clair. Donc voilà, ça, ce sont les risques, pour ainsi dire, du métier. En tout cas, il a tout notre soutien. Je crois que nous allons nous battre pour qu'il soit pas radié. Nous allons nous battre donc pour qu'il continue à faire son travail et à nourrir sa famille. Le gouvernement qui ordonne la reprise des travaux sur la corniche après des mois de polémique est suspect, à votre avis? Oui, bon, la façon dont le gouvernement prend des décisions, c'est pas rationnel. Vous savez, cette affaire-là, moi je suis conseiller municipal dans la commune Fann Point Amitié. Et les autorisations de construire ont été délivrées par le maire dans des circonstances que je critique, je lui ai dit. Il parle de dons, comme s'il y avait une réciprocité. Tout cela n'est pas clair et transparent, mais enfin ça, nous allons régler ça dans notre conseil municipal. Mais deuxièmement, il y a un véritable problème d'aménagement de la corniche qui est complètement privatisé. Et donc, même si ces entreprises-là, on doit faire un hôtel ou 2 hôtels, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, il faut qu'on regarde ça de très près pour qu'on puisse évidemment permettre aux Sénégalais, aux Dakarois, d'avoir accès à la mer. Tout cela, je pense, doit être étudié. Je ne sais pas sous quelles conditions le gouvernement a encore autorisé ces sociétés à reprendre leurs travaux. On parle de pression qu'il aurait subie venant de certaines banques de la place. Oui, bon, les banques ont prêté de l'argent, oui, et donc il n'empêche que, effectivement, il faut trouver, à mon avis, des solutions qui préservent l'intérêt des riverains, des Sénégalais. Nous avons droit à la mer aussi. Et je crois que ça, c'est un problème important. On a un problème d'aménagement, on a un problème de planification dans ce pays. On fait tout comme ça, là, au pifomètre. Enfin, c'est la spécialité de Macky Sall, hein. Et donc, il parle de programme. Et évidemment, il prend des décisions au jour le jour, sans grande réflexion, sans grand travail prospectif, sans planification. Et évidemment, on est conduit dans des situations où les banques vont vous dire, écoutez, si moi je ne fais pas ça, j'ai obligé de provisionner ceci, il y a un risque bancaire, etc., etc. Bon. À mon avis, tout cela peut être évité si on avait un bon aménagement de la corniche, si on avait un bon aménagement du domaine public maritime, au lieu de privatiser ça comme ça à l'emporte-pièce. En tout cas, on va regarder le dossier et en ce qui nous concerne, nous, moi je suis engagé, je soutiens
ce collectif-là qui se bat donc, pour préserver la corniche avec Mokhtar Ba et les autres. Ils font un travail citoyen important que nous soutenons, que nous encourageons. Et je suis avec eux dans ce combat. Et ce combat, je le mène également dans mon conseil municipal. Oui. Mamadou Lamine Diallo, vous avez travaillé à la commission de l'Union africaine comme adjoint au directeur de cabinet, puis directeur de cabinet du président de la commission Alpha à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'une candidature sénégalaise, celle du professeur Abdoulaye Bathily au poste de président de la commission de l'UMO, de l'Union africaine. Est-ce que cette candidature de notre compatriote a des chances d'aboutir? Ah ben oui, je pense que le professeur Bathily est quelqu'un de tout à fait capable de diriger la Commission de l'Union africaine. C'est un panafricaniste convaincu, c'est quelqu'un qui a l'expérience de l'Afrique. L'expérience politique, n'en parlons pas. C'est un grand intellectuel également et qui comprend les questions du monde. C'était d'ailleurs un ami très personnel d'Alpha Oumar Konaré. Et donc, sa candidature me fait plaisir. Maintenant, ce n'est pas simple, parce que dans ce nouveau round-là, il y a deux problèmes nouveaux. Il y a le problème du Maroc, qui veut réintégrer l'Union africaine, et qui va réveiller évidemment les rivalités que nous connaissons. Deuxièmement, il y a une réaction également des autres régions, parce que vous savez que cette affaire-là, normalement, c'est par région. Avec Konaré, c'était la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu la région de l'Afrique avec Jean Ping centrale. Ensuite, nous avons eu l'Afrique australe avec Mme Zuma. Et normalement, entre guillemets, c'est autour de l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Nord. Bon, sauf que la dernière fois, on a estimé que les candidats qui étaient présentés venant de ces régions-là n'étaient pas des candidats... n'avaient pas le profil, voilà, en tout cas, voilà, ne rassurez pas, pour parler en langage diplomatique. Pour être gentil. Il faut être un certain nombre d'États. Oui. Maintenant, il y a une réaction. Il y a Kikwete de Tanzanie, un ancien chef d'État qui est là. Il y a Lamamra également de l'Algérie, qui est un diplomate chevronné, bien connu, et on connaît la force de la diplomatie algérienne. C'est vrai que le Sénégal est une grande puissance diplomatique, c'est Mamadou Lamine Loum qui utilisait cette expression-là. Bon, on va les voir à l'œuvre, on verra bien ce que ça va donner. Mais évidemment, si Macky Sall avait respecté son engagement de réduire son mandat à 5 ans, aujourd'hui, il serait fondé à s'adresser à l'Afrique. Et l'Afrique, à mon avis, l'aurait soutenu. C'est quoi? Il est mal placé pour donner des leçons à ses pairs africains? Il a montré qu'il était comme la plupart d'entre eux, c'est-à-dire des pouvoirs riches chevronnés. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune valeur ajoutée qu'il met sur la table. Mais est-ce que la diplomatie sénégalaise tant chantée n'est pas aujourd'hui en perte de vitesse? À l'époque, il y a des Sénégalais qui dirigeaient de grands organismes internationaux. La FAO avec Jacques Diouf, l'UNESCO avec le professeur Abdoulaye Amadou Mokhtar Mbow. Il y a eu l'UMOA avec Moussa Touré et tant d'autres, j'en oublie. Est-ce que notre démocratie n'est pas en train de perdre de la vitesse comparée aux autres? Non, il ne faut pas mesurer ça comme ça. Si vous le mesurez comme ça, on va se tromper. C'est une vision réductrice de la chose? Oui, parce que si les Sénégalais ont dirigé, il faut bien que les autres dirigent après. On ne sait pas la propriété du Sénégal. Donc ce n'est pas parce que, voyez-vous, les Sénégalais ont dirigé, il faut bien que les autres viennent diriger. Donc ça, c'est normal. C'est normal, on ne peut pas nous diriger l'UNESCO ad vitam aeternam et la FAO, ce n'est pas pensable. Donc je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut mesurer la force de notre diplomatie. Et en tout état de cause, nous avons de bons diplomates qui sont chevronnés et bien formés, ça c'est incontestable. Parmi les cadres que nous formons dans ce pays-là, je pense que les diplomates sont certainement les mieux formés, beaucoup mieux que les ingénieurs ou les économistes, comme Macky Sall qui s'improvise économiste lors d'une visite de chantier. Et donc je crois que notre diplomatie, elle est là, mais moi je suis d'avis, et je le dis depuis 2007, que nous avons besoin d'un renversement, d'une révolution même diplomatique dans ce pays-là, en mettant l'accent sur le bon voisinage. Parce que c'est là où sont les enjeux. Avant, c'était New York. Avant, c'était Addis Abeba. Avant, c'était Bruxelles avec l'Union européenne. Avant, c'était Washington. Paris, n'en parlons pas. Il faut une diplomatie de proximité? Ah, absolument.
il faut absolument, la Gambie c'est un problème. Oui. Il faut régler ça, on ne peut pas continuer encore comme ça 50 ans devant nous. Le Mali, on l'a vu. La Guinée-Bissau, n'en parlons pas. Et donc, je crois que notre force diplomatique, aujourd'hui, le test, c'est les voisins, c'est la Mauritanie, avec qui on va partager le gaz. C'est pas simple. Là, il faut qu'on voit nos diplomates. Ça va réveiller les vieux démons. Et c'est sur ça qu'on attend aujourd'hui nos diplomates. C'est sur ces dossiers-là. Et c'est sur ces dossiers-là que nous attendons également Macky Sall, qui avait dit qu'il était d'accord avec le bon voisinage. Eh bien, voilà. Et donc, je pense que s'il avait respecté encore une fois son engagement de ramener son mandat à 5 ans, il aurait montré à la face de l'Afrique qu'il n'est pas pouvoiriste, qu'il est là pour les transformations structurelles dont on a besoin, qu'il est là pour faire avancer l'Afrique. Et le Sénégal doit être évidemment à l'avant-garde de ce combat-là. Et malheureusement, il a échoué, et il va échouer encore, et c'est pourquoi nous devons préparer dès maintenant la nouvelle alternance. Sauf que là, ce ne sont pas les voisins qui vont nous donner des chèques, qui vont appuyer notre développement. Non, les voisins peuvent freiner notre développement. On se développe avec ses voisins. Attention, si vous créez une zone de haute pression économique, eh bien les voisins vont immigrer, vont venir, forcément. Surtout qu'ici, on est imbriqué. C'est souvent beaucoup de familles qui sont dispersées à travers ces frontières qu'on a déjà qualifiées d'artificielles. Donc, il faut absolument avoir de très bonnes relations avec nos voisins. Là, aujourd'hui, pour faire du Sénégal, comme vous dites, un pays qui se développe, d'abord il faut avoir un président qui soit patriote, donc exclusivement de nationalité sénégalaise et que ça soit vérifié, hein, c'est le minimum. Il faut des pouvoirs équilibrés, il faut une assemblée nationale qui soit plus l'annexe du palais, mais avec des députés qui sont capables de mener de vrais débats sur les choix économiques, sur les choix politiques, sur les choix de société, et à partir de ces débats-là peuvent émerger des politiques publiques, c'est-à-dire des réformes, c'est-à-dire des mesures à prendre, c'est-à-dire des champs d'expérimentation de la politique publique et également savoir où investir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une affaire comme ça au pifomètre, je me réveille, bon j'ai envie de faire le building, ou je me réveille comme la dernière fois, c'est la Guana. Non, c'est une affaire extrêmement sérieuse de savoir où on investit un franc public. C'est pas simple. Oui, le président vous demande de ne pas réveiller un lion qui dort. Bon, nous, ce qu'on nous apprend, en fait, plus en Wolof, que nit lu ñuy xaar ci nit mooy mu nite. El Amin, d'ailleurs, me le disait il n'y a pas longtemps. Et donc, nit bu nite, je ne sais pas comment vous le dites en français, eh bien, c'est cet individu-là qui est capable de prendre un lion et de le mettre en cage. Voyez-vous, voilà ce qu'on attend du président de la République. Pas qu'il soit un lion, mais qu'il soit un nit bu nite, un homme, certainement, dans notre jargon, qui soit responsable. Capable de neutraliser un lion. Oui, et de le mettre en cage. Voilà. Merci en tout cas Mamadou Lamine Diallo, député, ancien candidat à la présidentielle et président du mouvement Tekki. Cela a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de l'émission Franc-Parler sur la DTV. Merci infiniment. Merci beaucoup Pierre-Edouard Faye. Bon, je pense que vous attendez la Tabaski avec beaucoup de bonheur et il y aura suffisamment de viande. Pas plus que les Diallo et les Alpulaar. La ministre nous a rassuré qu'il y aura suffisamment de moutons. Oui, merci en tout cas. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de l'émission Franc-Parler. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un autre numéro du Cercle du Savoir. Très, très heureux, honoré d'être accueilli chez vous, car vous le savez, c'est le jeu du savoir citoyen, le jeu à travers lequel les